Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Invité de la semaine. Nous y sommes encore cette semaine et nous sommes avec un invité, il est journaliste, Ami Baba Cissé, directeur de publication du journal Le Figaro. Ami Baba Cissé, dit ABC, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau et de donner son avis et puis de contribuer à sa façon de participer au développement du pays, à la consolidation de la liberté d'expression, mais surtout à l'accroissement des idées, parce que je pense que les quelques idées que nous apportons, beaucoup de Maliens s'y reconnaissent, même si d'autres ne le partagent pas. C'est cela aussi la démocratie. Merci une fois de plus. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, il s'agira dans ce numéro du bras de fer entre le gouvernement malien, le gouvernement de la transition et la CEDEAO. Nous parlerons également de la situation sécuritaire dans le nord du pays et dans le centre. Alors, comment expliquer le bras de fer entre le gouvernement malien et la CEDEAO actuellement? Bon, je pense que quand on regarde la chronologie, c'est une histoire qui a commencé, je pense, juste après les ANR. C'était en décembre 2021. Les Assises nationales de la refondation. Les Assises nationales de la refondation, parce que c'est vrai, et la transition avait connu des couacs, elle a connu des difficultés, d'où le deuxième coup d'État contre l'ancien président de la transition, Bandao. Bon, il y a eu une nouvelle phase que certains ont appelé la phase de la rectification. Et Assimi Goïta a pris le pouvoir et Choguel a été nommé Premier ministre. C'est de là qu'est venue quelques incompréhensions. Cette posture que le Mali a prise a fait qu'on est parti progressivement vers l'isolement, à la fois diplomatique, à la fois économique et à la fois aussi militaire, parce que tous les partenaires qui nous aidaient ont presque levé les pieds en quelque sorte. Et je pense que le bras de fer dont on parle aujourd'hui n'est plus un bras de fer. Moi, je peux même l'appeler un soulagement en vue, parce que les deux postures commencent de plus en plus à se retrouver. Mais je crois quand même que les sanctions, ils sont pour beaucoup. Parce que les autorités, quand en janvier, elles décidaient de mettre en place un plan de riposte, beaucoup de Maliens ont pensé que c'était possible de tenir. Donc, de plus en plus, on ne se voile pas la face. Ça ne va pas du tout au Mali. Même quand les autorités disent qu'elles arrivent à assurer les salaires, on sait, nous savons comment est-ce qu'ils arrivent à gérer ça. Ça ne peut pas continuer. De plus en plus, je crois que des voix discordantes sont en train de s'élever. Certes, il y a la volonté qui est là, mais il est très difficile de s'extraire. Donc ce bras de fer est venu et ça continue jusqu'à présent, parce que tout ce qui est encore demandé essentiellement, c'était un chronogramme. Ce chronogramme n'est jusqu'à présent pas validé, je pense. Un chronogramme détaillé d'ailleurs. Alors, pendant que la CEDEAO demandait ce chronogramme, il y a déjà le décret du 6 juin qui est là, fixant la transition à 24 mois qui a déjà commencé, déjà à partir du 26 mars. Oui, c'est vrai. Moi, j'analyse ça sur 2 à 3 aspects. D'abord, premièrement, le décret qui est pris n'a pas encore de valeur en tant que tel, parce que cette décision que le décret a prise n'est pas encore validée par la conférence des chefs d'État. Parce que c'est toujours la CEDEAO en dernier ressort qui doit valider ce chronogramme. D'où, jusqu'à présent, Est-ce que ça, ce n'est pas une cuisine interne? Ce décret, c'est une cuisine interne pour qui? Je comprends bien lorsqu'on dit que le délai de 24 mois. En réalité, ce n'est pas 24 mois. À partir d'un décret, le jour où on prend le décret, c'est ce jour que le décret là, commence à s'appliquer. Le décret n'est pas rétroactif. Voilà. Déjà, ça montre que, puisque le gouvernement, notamment le Premier ministre à l'époque, avait dit que 24 mois, incompressible, on ne peut rien enlever. Donc, il fallait que cet aspect 24 mois apparaisse dans la décision des autorités. Mais en réalité, ils n'ont pas 24 mois. Vous essayez de calculer, ils ont 20 à 21 mois. Donc, on comprend que c'est une façon de sauver la face des deux côtés. Il reste à voir si la CEDEAO aussi va acter ça ou pas. Parce que la CEDEAO aussi, à un moment, voulait venir jusqu'à 18, jusqu'à 20 mois. Donc les deux positions se rapprochent, mais ce n'est pas encore validé. Comme on le dit, les autorités eux-mêmes le disent, il faut d'abord un chronogramme détaillé. Cela ne peut pas se faire sans la loi sur l'organe unique de gestion qui n'est pas encore effective. Très bien. Alors, le Mali est toujours sous sanctions économiques. Quelles sont les conséquences directes sur l'ensemble de la population?
Bon, je pense que les conséquences, d'abord, elles sont sur l'État directement, parce que l'État est totalement paralysé et les entreprises souffrent sur tous les plans. Il y a beaucoup de gens qui sont mis en chômage technique. Il y a des entreprises qui connaissent des difficultés. Les banques sont à leur trousse. D'ailleurs, moi, il y a beaucoup d'opérateurs économiques qui m'appellent. Ceux qui ont leurs marchandises au port et aussi n'en savent pas sur quel pied danser. Je pense que la conséquence, ça commence à être très global et les autorités en ont conscience. Parce que si vous faites même attention, il y a même certaines structures de l'État qui n'arrivent même pas à payer leurs éléments, à payer leurs fonctionnaires. Il y en a même certaines autorités qui n'ont pas été payées. Dernièrement, certains ont fait les confidences. Bref, l'État arrive à payer les salaires, c'est avec des dettes au niveau de certaines banques, mais jusqu'à quand? C'est pourquoi on sent que les banques aussi commencent à manquer de cash. Il faut rapidement aller à cette désescalade, d'où la sortie du ministre qui a vraiment salué la posture de la CEDEAO. Et on voit que c'est différent des autres jours où il venait avec une tenue militaire, comme si on était en guerre, pour dire vraiment c'est la France qui manipule ou bien que c'est la... Donc le changement même d'habit, c'était une façon de communiquer autrement. Bien sûr, moi j'ai toujours pensé que c'est comme ça. La diplomatie, elle n'a rien à voir avec la guerre. La guerre d'ailleurs se fait avec la diplomatie. Mais lorsqu'il y a une posture de défiance qui se pose, ça complique la tâche. Les autorités ont compris cela. Et moi, je m'en réjouis parce que beaucoup de gens, pas plus tard que ce vendredi, le gouverneur a interdit une marche de certaines personnes qui sont très très proches de la junte et qui disent qu'ils veulent manifester pour aller dire à la CEDEAO, aux autorités de quitter la CEDEAO, de quitter l'UEMOA. Lorsque vous voyez le gouverneur, après avoir donné une autorisation, annuler ça, ça veut tout dire parce qu'on ne doit pas permettre à des gens encore d'aller insulter encore la CEDEAO ou bien l'UEMOA parce que ça risque de compromettre les négociations qui sont en vie. C'est cette posture qu'il faut toujours adopter. Mais par le passé, ce n'était pas comme ça. Les nombreuses sorties ont tellement galvanisé les autorités. Mais la réalité, c'est autre chose. Je pense que rien ne vaut la diplomatie où on s'écoute, où on se respecte et où on prend des décisions consensuelles. Est-ce que vous avez l'impression que la rue a induit les autorités de la transition en erreur? Non, moi je ne dirais pas la rue. Je l'ai toujours dit. La rue ne doit pas avoir une influence sur une autorité qui a la tête sur les épaules. L'autorité est censée être différente de beaucoup de personnes qui sont dans la rue. Parce que dans la rue, c'est de la manipulation. Dans la rue, c'est de la propagande. Mais vous, en tant que responsable, en tant que dirigeant, vous devrez être bien mesuré dans les prises de décision. Il y a tellement de décisions qui ont été prises qui finalement sont en train de revenir. On est en train de revenir en arrière parce que ça ne peut pas. Si on dit qu'on va faire 5 ans, on revient jusqu'à 2 ans. C'est vrai, c'est des efforts. Il faut voir ça en termes d'efforts. Mais c'est aussi un forcing que certains ont voulu pousser qui n'a pas pu se faire. Moi, je ne dirais pas, c'est vrai, les officiers qui sont là, ils sont jeunes. C'est des gens qui ne connaissent pas tous les aspects politiques. Mais je crois qu'ils sont aussi induit en erreur par le Premier ministre surtout, parce que certains ont peur de le dire, la souveraineté, l'indépendance, l'honneur, ça ce sont des choses qui ne se mangent pas. Et comme lui-même le dit, on est aujourd'hui à dos au mur, il faut revenir à la raison et puis prendre le bon chemin tout en s'affirmant parce que nous sommes tous dans ce dispositif. Voilà, la souveraineté, vous l'évoquez tout de suite, la dignité du peuple malien, l'indépendance qu'il faut à tout prix sauvegarder et ne pas, il ne faut pas que les autres pays s'ingèrent dans la gestion de l'État. Est-ce que ce n'est pas cela cet orgueil, ce sursaut national qui a poussé les autorités à maintenir le cap jusqu'à ce niveau? Vous savez, moi je dirais que c'est dommage. Ces sanctions, c'est dommage. Pourquoi? Parce qu'on a fait 4 à 5 mois d'embargo avec des sanctions très dures. Et ce que nous, on a voulu avoir comme délai, nous ne l'avons pas. Vous savez, à partir du moment où on est souverain, le délai qu'on décide, on l'applique. Je venais de vous le dire tout de suite, le délai que le Mali a proposé. Avant de le proposer, d'abord, on a échangé avec la CEDEAO. Il faut que ça soit validé. Donc, il y a toujours cette souveraineté-là. Elle ne peut pas être opposée à la CEDEAO. Parce que la CEDEAO est un membre à part entière. Et notre hymne même dit que nous sommes prêts à céder une partie de notre souveraineté. Donc, c'est vrai, tout le monde aimerait être souverain. Mais la souveraineté, ce n'est pas seulement dans le discours. La souveraineté, c'est dans les actions. C'est sur le plan militaire, c'est sur le plan économique, c'est sur le plan diplomatique. Aujourd'hui, qui parle beaucoup plus à notre nom diplomatiquement? C'est la Russie. Qui est en train de nous soutenir aujourd'hui? C'est la Russie militairement.
Sur d'autres aspects, il y a d'autres partenaires. Donc, où est la souveraineté? Il y a toujours quelqu'un derrière lequel on se cache pour tenter de prendre des décisions. Et moi, je pense que c'est l'élément le plus dangereux. Il faut être à équidistant avec les États, avec les puissances. Parce que je prends un exemple. Si aujourd'hui, le Mali veut qu'une loi soit votée aux Nations Unies, il faut convaincre les 5 pays qui ont le droit de veto, parmi lesquels la France, les États-Unis. Mais si vous pensez que seulement il faut être avec la Russie va voter. Et si les autres bloquent, ça se bloque. Donc, si vous voulez aussi qu'une décision ne soit pas prise, les autres peuvent voter, la Russie va bloquer. Donc, vous aurez autant besoin de la Russie, vous aurez autant aussi besoin des autres pays qui ont le droit de veto, parce que sans eux, il y a des décisions qui ne peuvent pas se faire. Surtout que le Mali, aujourd'hui, vu la situation avec les Nations Unies, il y a forcément des résolutions qui doivent être prises dans le bon sens ou bien dans le mauvais sens. Donc, il ne faut pas se mettre tout le monde à dos. Et j'ai bien conscience que la posture est en train de changer. Parce qu'aujourd'hui, même les Français ont compris que il y a des choses que les autorités n'acceptent pas. Donc, ils vont faire attention à 2 fois avant de prendre la même posture qu'ils ont prise les mois précédents. Est-ce que le Premier ministre, ce n'est pas dans un moment ou dans l'autre de garder la dignité du peuple, faire le retour de la dignité ou de la souveraineté malienne qu'il a eu à poser certains actes? Aujourd'hui, on le voit beaucoup plus silencieux. Et évidemment, vous savez, on dit souvent le réveil, il est brutal. Après tout ce bruit, aujourd'hui, on est en train de venir à la raison. Parce que le Premier ministre lui-même, il a dit que tout ce qu'il a programmé, il n'a pas pu le faire. Pourquoi? Il sait parler, évidemment, comme je l'ai dit, il sait parler, mais la gestion d'un pays, c'est pas les paroles. Les jeunes militaires ne parlent pas beaucoup, mais tout le monde reconnaît qu'il y a des actes qui sont posés. Ça, on ne le nie pas. Mais lui qui parle beaucoup, jusque-là, toutes les dates qu'il a données où il a promis de faire des réformes, rien n'est fait jusque-là. Donc je pense que c'est un peu compliqué de continuer à dire l'honneur est revenu, la souveraineté est revenue. Donc ça, c'est comme insulter l'histoire. Le Mali a toujours eu cet honneur, cette dignité. Ça dépend des personnes. L'honneur, c'est de dire quelque chose et de rester sur cette ligne. Mais ce n'est pas de dire quelque chose aujourd'hui et demain dire le contraire, ainsi de suite. Avant qu'il ne soit Premier ministre, il a dit tellement de choses. Aujourd'hui, le Premier ministre, il dit autre chose. Donc, ça montre que c'est des gens qui changent en fonction des circonstances. Et malheureusement, un pays, c'est pas ça. Il faut avoir une crédibilité, il faut avoir une certaine moralité quand on gère la gestion, quand on gère un État. Et je pense que ça, les Maliens aimeraient ça. Ceux qui crient dans la rue pour dire on soutient telle personne, tous les régimes en ont connu. Et je pense qu'il faut faire gaffe, ne pas se laisser embarquer. Très bien. Alors, une sortie définitive au sein de la CEDEAO peut-être est envisageable par certains observateurs déjà dans les jours à venir. Il y a un sommet qui se tient le 3 juillet. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle démarche faut-il adopter dès maintenant pour qu'il y ait résolution définitive de la crise? Non, je pense que, comme je l'ai dit, la position des autorités ont beaucoup avancé, a beaucoup évolué. A évolué dans ce sens que je venais de le dire. Chaque fois qu'il y a un sommet, après le sommet, on voit certains membres du CNT ou bien même certains ministres, même le Premier ministre dire, bon voilà, c'est la France qui manipule, on attend de faire un coup d'État. Mais cette fois-ci, on a vu que le jour où la CEDEAO a pris les sanctions, le gouvernement malien n'a pas communiqué. Il a fallu attendre le lendemain pour que on voit le ministre Diop venir parler calmement pour dire que vraiment le Mali se reconnaît dans ce que le médiateur a dit. Donc on a senti qu'il y a une sorte d'accalmie. On veut mettre la balle à terre. C'est ce qui devrait être fait depuis. Si vous avez parlé au début de bras de fer, si le Mali n'avait pas engagé une sorte de bras de fer, ça n'allait pas prendre autant de temps. Le bras de fer s'est engagé de lui-même ou bien c'est le Mali qui a engagé? Non, c'est le Mali qui avait engagé le bras de fer. Parce que quand on prend un délai, on se doit de le respecter. Si on n'arrive pas à le respecter, on doit échanger avec... C'est-à-dire, lorsqu'on met les Maliens, si vous-même vous l'avez dit, c'est une cuisine interne. Mais de toutes les façons, après avoir mis les Maliens ensemble, vous avez pris pour aller voir la CEDEAO. Avec la CEDEAO, on pouvait proroger. Je me rappelle bien, en 2012, la CEDEAO a prorogé la transition de Djankounda. Certains Maliens n'étaient même pas d'accord. Mais pourtant, on a prorogé parce qu'elle s'est rendue compte que les 40 jours ne pouvaient pas permettre d'organiser les élections qui allaient suivre. Donc, c'est comme ça que ça devrait être. L'interlocuteur des autorités, ça, c'est la CEDEAO sur ce plan quand même. Mais on n'empêche pas de prendre l'avis des gens. Mais je pense que le bras de fer avait commencé parce que le Mali ne voulait pas reculer. Mais plus les temps passent, plus on est venu petit à petit. Ça montre que de 5 ans, on est venu à 2 ans.
Ça montre que vraiment c'était exagéré la proposition qui avait été faite. Mais cette proposition de C, quand était sortie, c'est l'une des conclusions, les clauses de l'ANER. C'est ce que je vous ai dit tout de suite. Lorsque vous êtes au sommet... Et ça, ce n'est pas eux qui le disent, mais plutôt les conclusions qui ont été recueillies au cours des assises. Évidemment, ce n'est pas ça le problème. Parce que lorsque vous parlez comme ça, le Mali même se fait prendre. Les ANER ont dit de 6 mois à 5 ans. Donc la CEDEAO proposait dans un premier temps 12 mois. C'est dans la fourchette quand même. Donc, c'est difficile. La CEDEAO pouvait dire, bon voilà, je prends 6 mois. Le Mali a pris 5 ans, moi je prends 6 mois. On allait s'arrêter, on allait voir ce que ça allait donner. Mais elle-même sait qu'en 6 mois, on ne peut pas faire le travail. La CEDEAO, c'est des chefs d'État. Ils ont des conseillers, ils ont des premiers ministres, ils ont des diplomates. Ils sont plus expérimentés que les dirigeants qui sont là. Donc, c'est difficile de venir leur proposer souvent n'importe quoi. Ça ne marche pas. Depuis au début, le Mali pouvait négocier. Bon, vraiment, on ne peut pas faire. On allait proroger. Ça se discute et ça se fait dans les coulisses. Ça ne se fait pas au monument de l'indépendance où le premier ministre va en tenue, il sort, on s'en prend au chef d'État de la sous-région. Et aujourd'hui, on se retourne chez ces mêmes chefs d'État pour tenter de calmer la balle. Ça ne se fait pas. Je pense que diplomatiquement, il faut jouer souterrain et puis éviter et laisser la rue là souvent dire ce qu'elle pense. C'est différent de ce qu'un dirigeant doit prendre comme décision. Voilà, quelques semaines plus tard, il y a le ministre des Affaires étrangères qui était à Lomé au Togo pour voir le président, Faure Gnassingbé, et demander sa médiation. Est-ce que vous pensez que cette médiation pourra peser vraiment très lourd dans la balance? Vous savez, c'est comme dans une procédure judiciaire. Lorsqu'un spécialiste du droit vous voit faire commettre des erreurs, souvent, il ne vous dit rien. C'est lorsqu'il tranche qu'il vous fait ressortir les anomalies. Je pense que le Nigeria, comme le dit, le Mali avait un peu démarché le président du Nigeria, Buhari. Parce que le médiateur de la CEDEAO, c'est l'ancien président du Nigeria. Vous voyez bien que si si Faure avait pu réussir là où Goodluck a échoué, ça allait être une très mauvaise image pour le Nigeria. C'est pourquoi le Nigeria aussi n'était pas tellement d'accord. On a un médiateur. La CEDEAO ne reconnaît que Goodluck Jonathan. C'est pourquoi, visiblement, d'après beaucoup d'informations, ils n'ont pas aimé le fait que Faure s'est mêlé. Parce que si vous avez vu que la décision contre le Mali a été prise pour être sanctionné, le Togo a pris ça. Il n'y a pas un pays qui n'a... Parce que vous pouvez ne pas être d'accord, mais quand même vous prenez. Parce que la décision, comme on le dit, il faut que tout le monde soit d'accord pour qu'elle soit prise. Donc, mais c'est comme ça. Souvent, on prend des décisions où on n'est pas convaincu, où on n'est pas d'accord. Mais on est dans un ensemble. On est obligé d'aller ensemble. Donc, quand ils ont pris... Faure a fait des efforts pour tenter de jouer. Mais apparemment, je ne dis pas que ça a échoué, mais ça n'a pas pris aux autres. Parce que si c'est le même délai qui ressort, je pense quand même que pour l'instant, ce n'est pas validé. Mais on voit toujours que c'est le médiateur que la CEDEAO veut mettre en avant. Si ça échoue, c'est le médiateur. Si ça réussit, on verra toujours que c'est le médiateur. Et comme je me dis, je me réjouis que le Mali même a félicité le médiateur du travail qu'il a fait. Parce qu'il a fait un tour au Togo avant de venir au Mali et puis retourner au Ghana pour le dernier sommet. Voilà, pour terminer avec l'histoire de la CEDEAO, nous voyons souvent des sanctions qui sont prises à l'encontre des pouvoirs. Déjà, il y a des coups d'État constitutionnels dans certains pays de l'espace CEDEAO. Quand nous prenons par exemple la Guinée tout récemment, où le président avait tenté de changer la constitution, même au Togo, où le médiateur est choisi. Le papa est parti, le fils est venu. Le président de l'Assemblée nationale était bloqué au Bénin, il ne pouvait pas rentrer pour occuper le poste. Il n'y avait pas eu de sanctions à ces endroits. Mais comment expliquer le fait qu'on s'acharne contre la transition malienne? Non, moi je ne fais pas de confusion à ce niveau. Personne ne doit faire d'ailleurs cette confusion. Parce que là c'est différent. Et il y a le coup d'État militaire, il y a le coup d'État, ce que les gens appellent coup d'État constitutionnel. Vous savez, c'est différent. Lorsque vous changez la constitution, la CEDEAO a dit pour que vous puissiez être candidat, il faut modifier la constitution 6 mois avant. Alpha Condé, c'est ce qu'il a fait. Et tout le monde a vu que des gens ont voté pour le référendum, même si tout le monde n'est pas d'accord. C'est comme les AN dont vous avez parlé, tout le monde n'a pas participé. Mais ce qui est sorti, ça s'applique, peut-être c'est tout le monde. C'est la même chose. Maintenant, la CEDEAO veut clarifier cette position. Désormais, d'où le problème de Buhari. Parce que le président du Nigeria n'est pas d'accord avec Faure Gnassingbé,
qui est à son 4e mandat aujourd'hui. Et c'est ce même fort. Nous-mêmes, aux Maliens, on a dénoncé ça. On a dit que dans la CEDEAO, il y a des chefs d'État qui ont modifié la Constitution, qui sont là depuis combien de temps. Et c'est à ce même monsieur que nous sommes partis confier notre médiation. Donc, vous voyez bien qu'il y a un paradoxe qui est là. Mais moi, je ne dirais pas qu'il a modifié. Il y a toujours des élections qui se passent pour venir au pouvoir. Beaucoup de gens en Afrique ne sont pas d'accord. Quand il y a élection, c'est la guerre, c'est les violences, malheureusement. Mais quand même, il y a vote pour Alassane Ouattara pour modifier la Constitution. Et puis, Ouattara, il a modifié la Constitution qui a été votée par un Parlement. C'est la même chose. On ne peut pas dire qu'il a pris le pouvoir par coup d'État. Maintenant, la réalité, c'est autre chose. On veut clarifier ses positions désormais parce que beaucoup de citoyens parlent de ça. Et dans la nouvelle charte, je pense que ça est là-dedans pour essayer d'éviter ça. C'est pourquoi Buhari, aujourd'hui, certains lui ont demandé de continuer. Il dit jamais qu'il ne va pas continuer parce qu'il est en train de combattre ça. Et ça, c'est un modèle. Même au Niger, récemment, le président, l'autre président, Issoufou a laissé le pouvoir. C'est la première fois qu'il y a l'alternance au Niger. Il a fait son 2e mandat. Il pouvait continuer s'il le voulait, mais il a refusé. Donc, il faut avoir des hommes comme ça pour que l'Afrique puisse changer. On est tous d'accord. Mais quand vous modifiez la Constitution, c'est le même problème qui se chante au Sénégal aujourd'hui. J'entends certains dire que Macky Sall veut aller à un autre mandat, ceci, cela. Mais par exemple, au Sénégal, tout ça ne justifie pas un coup d'État. Au Sénégal, on a vu quand Wade voulait faire la même chose. Wade a modifié la Constitution. Et il a dit que c'est un nouveau mandat qui commence. Parce qu'il y a une nouvelle Constitution. Il a mis le compteur à 0. Mais pourtant, c'est le peuple qui lui a barré la route. C'est ça la démocratie. Les militaires ne peuvent pas sortir de partout et puis prendre le pouvoir. Ça, tout le monde condamne ça. Même ceux qui sont ici aujourd'hui, là, qui sont au PM, ils ont tellement condamné le coup d'État. Je ne peux pas comprendre que des gens qui ont voté une constitution, des gens viennent prendre le pouvoir que cette constitution dénonce et puis applaudir. On nous dit au Mali que le coup d'État est un crime imprescriptible. Ce n'est qu'un petit texte. Mais pourtant, chaque fois que les gens font un coup d'État, on leur vote une amnistie. Depuis tout temps. Même demain, si vous mettez d'autres lois là, ceux qui ont le pouvoir, là, ils vont d'abord demander à ceux qui soient protégés. Et ça, c'est normal. Donc, ce que la loi interdit là, les armes, vous ne pouvez pas interdire ça aux armes. C'est ce que les gens disent beaucoup. Je pense quand même que quand les gens disent, bon, on fait cette refondation pour qu'il n'y ait plus de coup d'État, ça, personne ne peut garantir ça. Quel que soit ce que vous ferez, un coup d'État là, vous ne pouvez pas prévenir ça, ça dépend. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas encourager les militaires à prendre le pouvoir et puis utiliser ça comme ils veulent. Le Mali a connu tellement de coups d'État, mais qu'est-ce qui a changé? Mais l'espoir est beaucoup plus permis aujourd'hui parce qu'il faut changer les textes. Tant qu'on ne respecte pas les textes au Mali, c'est un problème. Ce n'est pas une question de citoyens surtout, c'est aussi une question de texte. Donc les deux à la fois, ça peut changer les choses. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, nous allons tourner la deuxième partie de cette émission. Il s'agit de la position, de la situation sécuritaire du Mali, situation sécuritaire dans le nord et dans le centre du Mali. Nous en parlons dans cette émission, on parle souvent de la montée en puissance des FAMA, de l'armée malienne. Est-ce que vous voyez la chose de la même manière? L'armée monte vraiment. Nous avons vu dans le nord du pays, dans le centre, la situation sécuritaire, ça se dégrade de jour en jour. Oui, ça c'est un terme militaire. Vous savez ce que j'ai toujours déploré, je l'ai même dit ici, je pense, sur le plateau. J'ai dit on a certains vendeurs d'illusions qui sont sur les réseaux sociaux et qui racontent du n'importe quoi. Ils ne rendent pas du tout service à l'armée. L'armée a une structure de communication qui est la DIRPA. La DIRPA communique, je pense, bien. Elle communique ce qu'elle doit communiquer. Maintenant, il y a quelques individus qui sont sur les réseaux sociaux qui racontent des choses étonnantes, surprenantes sur l'armée. Imagine lorsque vous n'avez que votre téléphone, vous êtes assis dans votre salon et vous avez l'impression que vous nous faites vivre une scène de guerre entre l'armée et des ennemis. Ça, c'est pas tellement sérieux. Je pense que les gens qui le disent, ça n'engage qu'eux. Officiellement, nous, on reconnaît la DIRPA. C'est vrai, la DIRPA le dit nous-mêmes à travers nos enquêtes, on voit quand même qu'il y a des équipements qui ont été acquis, il y a des recrutements qui se font, mais ce n'est pas comme ça que ça se fait. Les terroristes que nous combattons aujourd'hui, c'est des gens qui sont dans ces structures, dans ce métier, il y a 20 ans, il y a 30 ans. C'est souvent des drogués, c'est des gens, ils sont prêts à tout, c'est des kamikazes. Donc c'est différent de nos jeunes, de nos militaires qui ont une vie à sauvegarder avant tout. Parce que même si on est militaire, on ne va pas pour mourir quand même. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord quand les gens disent non, les militaires qui sont morts doivent mourir. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement les militaires qui meurent, il y a les civils aussi qui meurent. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas facile. Il y a des blocus un peu partout au centre du Mali. On a vu ce qui s'est passé à Menaka. Et les Russes qui sont venus
avait promis que dans 6 mois qu'ils allaient libérer le pays. Nous sommes dans le 6e mois comme ça. Les choses n'ont pas tellement bougé au centre du Mali. Mais l'armée quand même est en train de se défendre. C'est pourquoi on dit que cette guerre, ce n'est pas un seul État qui peut le faire. Il faut mettre... En Syrie, par exemple, en Syrie, il y avait les Américains, les Français, les Russes, la Turquie. Tous ces pays-là se sont mis ensemble pour combattre l'État islamique. C'est ce même État islamique qui est en train de prendre des forces au nord du Mali. Il y en a qui sont signalés à Tombouctou, il y en a qui sont signalés à Ségou aujourd'hui. Les gens affluent d'un peu partout. Donc c'est pourquoi il ne faut pas que les autorités suivent la rue. Il n'y a pas une question d'indépendance militaire, c'est une guerre contre le terrorisme et nous avons aidé d'autres pays. Il ne faut pas qu'on ait honte ou bien on ait de la gêne de se faire assister. Parce que de toutes les façons, on est en train de se faire assister. Moi, je dis quelque chose. Je dis, je ne suis pas d'accord qu'on nous dise qu'il y a les Russes ici. Je ne suis pas loin d'un quartier stratégique où je vois tout de là où je suis. Je n'ai jamais vu un véhicule russe ici, un blindé russe ici, comme on est en train de le voir en Ukraine, comme on les a vus au Kazakhstan, comme on les a vus en Syrie. Donc vous n'êtes pas convaincu qu'ils sont là? Non, moi je suis convaincu que ce n'est pas la Russie qui est là. Les équipements que nous avons, nous les avons payés. Maintenant, il y a quelques éléments qui sont là pour se battre à nos côtés. Est-ce que c'est la Russie ou bien c'est une société privée de sécurité? Bien sûr que c'est une société privée, parce que ça, on ne peut pas cacher ça. Ce n'est pas nos journalistes qu'on va cacher ça. Les autorités ne parleront pas comme ça. Ils diront toujours que c'est des coopérants. Mais de toutes les façons, c'est des coopérants. Dans un premier temps, ça allait. Vous savez, les premiers mois, les 3-4 premiers mois, ça allait. Vous avez parlé de dégradation. Cela veut dire que la tendance est en train de changer. Sinon, on ne peut pas bloquer un trajet pendant 3-4 semaines bientôt. Donc, c'est un peu difficile de le dire. Mais souvent, ça, tout le monde le sait, il faut le dire. Les autorités sont au courant parce que nous-mêmes, moi-même personnellement, je les fais remonter des informations. On ne dit pas tout sur la toile, on ne dit pas tout sur les médias. Mais quand même, je pense qu'on ne peut pas vaincre seul cette lutte contre le terrorisme. Il faut trouver l'option de s'entendre avec tout le monde, d'avoir les moyens qu'il faut, parce que la guerre, ce n'est pas seulement les moyens. La guerre aussi, c'est des stratégies. La guerre aussi, c'est le développement. C'est ça. Voilà. Moi, j'ai tellement de plaintes de certains citoyens. Bon, en tout cas, je fais remonter, comme je l'ai dit. Je ne suis pas militaire, mais il faut faire remonter l'information. C'est aux spécialistes de gérer ça. Très bien. Alors, nous avons vu la sortie définitive du Mali au sein du G5 Sahel. Vous parlez tout de suite de se mettre ensemble, de s'unir contre le terrorisme. Est-ce que cette sortie, le Mali reviendra ou avec la présidence qui devrait revenir au colonel Assimi Goïta? Est-ce qu'un jour, si on l'appelait pour dire « Ok, la présidence te revient », est-ce que le Mali retournera au sein du G5 Sahel? Moi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de décisions que Assimi prend, ce n'est pas de sa volonté. Comme je l'ai dit tout de suite, on a un ingénieur, celui qui se dit ingénieur de la transition, je parle du Premier ministre, celui qui trace toutes ses options, tous ses plans. Et comme je l'ai dit, c'est des méthodes communistes, ça ne marche plus. Ça dit, il faut vraiment qu'on soit réaliste, ça c'est le mot. Moi, je pense qu'aujourd'hui, vous savez, Assimi, il a fait le terrain. Diaw, il a fait le terrain. Gamou. Les Gamous ont failli être égorgés, ils ont failli être tués à un moment par les groupes terroristes. Les Gamous ont dit emprunter le Niger, passer par le Burkina pour revenir au Mali. Si aujourd'hui vous dites que bon, on ne travaille plus avec le Niger, vous allez faire comment? On est obligé de travailler avec eux parce que vous parlez de bilatéral. Moi, je pense que c'est plus facile de parler. C'est pourquoi la guerre contre le terrorisme aujourd'hui, c'est une coopération multilatéral. Mais le Mali veut sortir du multilatéralisme pour venir dans le bilatéral. On a déjà une structure qui est là, qui est le G5. Donc je pense que le fait de sortir, comme vous avez dit, parce qu'on n'a pas donné la présidence à Assimi, ça ne doit pas être une raison. Si on nous dit que bon, le G5 est affilié à la France, ce qui est en partie vrai, le Mali ne peut pas dire que je ne travaille plus avec la France et tenter et chercher à avoir la présidence du G5. Cela veut dire que là où il y a la France, on quitte. Donc ça veut dire qu'ils sont logiques, ils sont conséquents envers eux-mêmes. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va se régler. Le Mali quitte le G5, mais le Mali va trouver une option pour revenir dans le G5. Parce que c'est vrai, les gens ont applaudi, mais les gens ne savent pas. La preuve est que tu vois, l'État islamique est en train de prendre des galons vers la frontière du Niger. C'est là-bas, parce que Menaka, les Français sont en train de quitter Menaka. Ils ont quitté Gossi. Gossi est stratégique dans la zone des 3 frontières. Donc, si l'armée française a déjà quitté, on nous a dit que l'armée malienne allait occuper le terrain. Mais comment se fait-il que cette zone est en train d'être encore conquise par des terroristes? Donc, ce n'est pas du tout facile. Et puis, le Mali est très vaste. Les équipements qu'on a, ce n'est pas comme ça que ça va se faire.
Même si c'est la Russie qui vous amène aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que ça va se faire. La Russie, même demain, ils n'ont pas pu libérer la Syrie. Ils n'ont pas pu libérer la Libye. La Libye, les forces de Wagner sont là-bas avec le général Haftar. Jusqu'à présent, la Libye, vous avez vu la dernière fois, ils ont reporté les élections. Ils n'ont pas pu sécuriser. Donc, et puis il y a même la Turquie en Libye. En Libye, il y a la Turquie. Donc au Mali, nous n'avons pour l'instant que l'armée malienne et quelques forces qui sont là, qui n'ont même pas ce mandat. Peut-être c'est là qu'il faut revoir le mandat de la MINUSMA. Il y a des Tchadiens qui sont ici, il y a des Sénégalais qui sont ici, il y a des forces de ces pays voisins-là qui sont ici. Il y a même le Bénin qui a demandé le bien sûr, de... Bien sûr, mais à partir du moment où les gens meurent et qu'il y a certains individus, excusez-moi, qui ne savent même pas comment le monde fonctionne, qui sont dans la rue, qui disent, bon, vraiment, il faut que ces gens dégagent, ça fait un peu mal. Des gens viennent ici pour mourir pour nous. Peut-être l'option n'est pas la bonne. Peut-être que... Mais même demain, après que la France est partie, mais les gens continuent à mourir. Ce n'est pas le souhait de ces militaires qui sont au pouvoir, ce n'est pas le souhait du Premier ministre. Pour te dire que tant qu'il y a ça là, aujourd'hui ça est en train de prendre des galons et je pense qu'il faut anticiper. On ne peut plus dire que le Mali peut faire cette guerre-là. Celui qui le dit, la personne ne dit pas vrai. Moi je suis de Tombouctou et je sais, même avant-hier il y a eu une attaque. Au niveau, à l'intérieur même de Tombouctou, on a attaqué un convoi de l'armée malienne. Cela veut dire que ces individus sont partout. Je venais vous dire qu'il y a des personnes étrangères qui ont été détectées à Tombouctou. Personnellement, moi, j'ai appelé le gouverneur pour l'en informer, le gouverneur de Tombouctou. Pour vous dire, on ne dit pas tout sur les réseaux. Parce qu'il est la première autorité à Tombouctou. Il fallait que je l'informe et je pense qu'il a dû faire remonter l'information. Ça, c'est le rôle de journaliste qu'on a. Parce que des gens nous appellent d'un peu partout pour nous confier certaines choses. Et nous, à notre tour, on fait remonter l'information. Ça aide les renseignements. Mais quand on doit parler, il faut qu'on parle parce qu'on ne peut pas venir et puis dire certaines choses sous prétexte qu'il faut soutenir la transition. Bien sûr qu'on soutient la transition, mais pas à n'importe quel prix. C'est ce qui se passe avec les autres régimes et on ne veut pas que ces gens-là tombent dans la même erreur. C'est pourquoi, bon, le PM, il n'est pas tellement logique parce que c'est un homme politique. Mais les militaires, vraiment, c'est des gens qui font des efforts et je pense que la réussite de la transition, c'est aussi eux. Vous semblez approuver les militaires et désapprouver le Premier ministre, mais on va revenir un peu sur le rapport de la MINUSMA sorti il y a en tout cas il y a 2 semaines, le rapport qui stipule des violations des droits humains et de l'autre côté, le gouvernement aussi a sorti un mémorandum. Et d'autres observateurs parlent de rapport science-fiction. Bon, de toutes les façons, je pense qu'il y a une situation qui évolue, mais pas de façon positive comme au début. Vous savez, c'est comme quand Barkhane venait ici, Serval disons, quand Serval venait ici, les premiers mois, le deuxième mois, je pense, Serval a fait un travail propre, parce qu'ils ont chassé les terroristes de Kona jusqu'à Gao, jusqu'à la rentrée de Kidal, ils se sont arrêtés. C'est la même chose que certains les éléments russes plus l'armée malienne, ils ont commencé à faire. Ils ont un moment commencé vraiment à chasser les terroristes jusqu'à... Les gens ont pensé que ça allait. Mais de plus en plus, vous voyez, aujourd'hui, on reprend. Ils ont repris, vous avez vu les attaques à Mopti un moment. Même l'autre jour avant-hier, il y a eu une attaque encore à Mopti où le gouvernement nous dit que c'est des tirs de sommation. On a vu des policiers sortir pour démentir ça. C'était vraiment une attaque. Et tout ça, c'est un problème. Les villageois, les habitants même de Mopti sont révoltés parce qu'ils se disent que nous, on a failli mourir et le gouverneur sort pour nous dire que c'est des tirs de sommation. Bref, moi, je pense qu'il faut dire la vérité au peuple parce que c'est l'un des paradigmes sur lesquels les autres régimes ont échoué. Et malheureusement, on a un problème. Vous savez, quand Ibeka tombé, les gens sont partis prendre d'assaut l'ORTM parce que l'ORTM était trop dans la propagande. Et c'est dommage que moi, je le dise, ça continue. Parce que quand vous faites comme ça, vous ne rendez pas du tout service au peuple. Quand vous dites quelque chose de convaincant, quelque chose de sincère. Au moins, le journalisme, c'est aussi ça. Mais l'ORTM, apparemment, est dans le discours des chefs du moment. Je crois que c'est un média frère. On va rester comme ça. Sur ce point, on ne va pas, en tout cas, attaquer un média ici sur le plateau. Non, on n'attaque pas un média. Voilà, on va s'en tenir qu'au fait. Rapidement, nous tendons vers la fin de cette émission. Il y a des bus qui sont arrêtés depuis Douanza, des bus en direction du nord, vers Gao, par exemple, qui sont arrêtés, qui sont bloqués à Douanza. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Est-ce qu'on va s'en sortir? Non, je pense que ce qui explique ça, d'abord, il y a 2 à 3 aspects. Vous savez, la force de l'armée malienne, c'est surtout les avions. Les avions qu'on a acquis, ça, c'était des vecteurs qui ont permis à l'armée d'avancer, un certain moment d'avancer, de faire des actes. Mais ce qui fait que
on n'avance pas. Même l'armée est victime. Vous avez vu, sur la route de Gossi, il y a eu des mines qui ont fait que l'armée a perdu certains éléments et certains véhicules. C'est la même situation qui se passe. Les groupes terroristes ont miné ce trajet-là. Et les cars qui étaient là-bas, les cars ne peuvent pas faire de déviations. Beaucoup de passagers ont dû prendre des petits véhicules pour faire des déviations et continuer leur chemin. Mais certains cars sont revenus jusqu'à Bamako parce que personnellement, j'en ai parlé avec des passagers, j'en ai parlé avec des chauffeurs. Les cars sont revenus vite à Bamako. Mais ils ont laissé certains passagers qui ont dû se faire même assister par des bonnes volontés pour pouvoir manger. Mais ça fait 3 à 4 mois, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce que l'armée fait? Je ne sais pas ce que l'armée fait. C'est que si l'information est remontée. Mais l'armée aussi sait que cette zone, surtout Boni, Douanza, Gossi, Ombori, ça c'est des zones où les terroristes, c'est des axes stratégiques. Ils connaissent très bien la zone, donc l'armée ne va pas se suicider. Surtout que ces terroristes ne sont pas en train de s'en prendre à des civils. Ils ont seulement bloqué le trajet. Donc le temps que l'armée peut-être peaufine ses stratégies, peut-être qu'ils prendront la mesure de la situation. Sinon, je pense que ça prend trop de temps. Avant, quand il y a une attaque, on voit l'armée automatiquement intervenir. Cette fois-ci, je ne sais pas, d'après beaucoup d'informations, il y a des réglages qui sont en cours, mais je pense quand même que ça ne se comprend pas. Ça ne se comprend pas à partir du moment où on dit que l'armée monte en puissance, que des individus puissent couper. Ça montre vraiment que le centre du Mali, et hier il y a eu des menaces dans certaines localités de Koro, de Bankas, de Bajangara, et tout ça là, c'était des zones où l'armée a opéré, où l'armée a commencé à chasser les terroristes. Mais qu'est-ce qu'ils font qu'ils reviennent? Ils sont même venus donner des sommations à des villageois pour leur demander de quitter. C'est vrai, les villageois, ils nous font remonter l'information. Mais l'armée ne peut pas contenir tous les terrains. Ça, c'est clair. Le monsieur de la DIRPA même l'a dit, qui est Souleymane Dambélé, il a dit que l'armée ne peut pas faire des opérations dans une zone et rester là-bas parce que les effectifs ne sont pas suffisants. Donc, c'est le problème quand tu mènes une action ici et que tu continues, les autres viendront. Et ça fait que souvent, malheureusement, il y a des représailles. Très bien, Monsieur Ami Baba Cissé, directeur de publication du journal Le Figaro du Mali. Nous tendons vers la fin de cette émission. Un mot de la fin. Un mot de la fin, c'est d'abord vous remercier. Je l'ai dit au début, c'est toujours un plaisir de donner son avis. On est à la fois journaliste, on est à la fois citoyen, on est à la fois observateur. C'est tout un mélange. Ce que nous disons, c'est notre point de vue. Il n'est pas normal que tout le monde le partage, mais quand même, c'est ce que nous pensons et c'est ce que nous disons. Merci à tous ceux qui nous regardent et à tous ceux qui nous font confiance, parce que ce n'est pas du tout facile là où le pays est, là où l'Afrique est. Il faut changer de fusil d'épaule parce que c'est dans l'unité seulement qu'on peut gagner. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, cette émission invitée de la semaine s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. D'ici là, prenez soin de vous. C'est Dieu qui reste très fort.